Que feriez-vous si vous parcouriez 3000 miles pour rentrer chez vous? Et si en arrivant, vous trouviez votre père assassiné et des étrangers vivant sur la terre qui portent le nom de votre famille? La plupart des hommes feraient un demi-tour. Certains s'enfuiraient. Mais quand Elias Mercer atteignit les portes du ranch d'Iron Creek durant l'été de 1883, il découvrit une vérité bien plus sombre que la distance qu'il avait parcourue, et un ennemi bien plus dangereux que les miles derrière lui. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez. Si vous êtes prêt pour une histoire de sang, d'héritage et de justice qu'un homme doit se faire lui-même, alors installez-vous confortablement. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé à Iron Creek. Il était en route depuis si longtemps que le monde derrière lui ne semblait plus réel. Seule la route devant lui, le vent et le rythme régulier des sabots de Claymore subsistaient. Elias Mercer, ou Eli pour ceux qui l'avaient connu, traversa les déserts rouges du Nouveau-Mexique. Il franchit les cols gelés du Colorado et poussa vers le nord, dans les vents implacables du territoire du Montana. 3000 miles le ramenèrent au seul endroit qu'il pensait ne jamais revoir. Dans la poche de son manteau, enveloppé dans une toile cirée et usée par le temps, se trouvait la lettre de son père. L'encre s'était presque effacée, mais les 4 derniers mots étaient encore assez clairs pour le blesser chaque fois qu'il ouvrait le papier. Rentre à la maison, Eli. Il avait dû la lire une centaine de fois en chemin. Certains jours, les mots le réchauffaient. D'autres jours, il le vidait de l'intérieur. Mais peu importe combien de fois ses doigts traçaient les lettres, la vérité le rongeait. La lettre était arrivée 8 ans trop tard. Il se souvenait de la dernière nuit où il s'était tenu sur le sol d'Iron Creek. La dispute avait été comme un feu, chaude, brillante, destructrice. Son père l'avait accusé de gâcher l'avenir de la famille. Eli avait accusé son père de l'enchaîner au passé. L'orgueil fit le reste. Il était parti avant le lever du soleil, laissant Samuel Mercer seul dans la cour, sans un au revoir. 8 ans. 8 ans pour revenir. 8 ans pour dire les mots qu'il n'avait jamais prononcés. Pendant qu'il chevauchait, la culpabilité voyageait avec lui comme une autre ombre. Chaque mile l'attendait un peu plus, jusqu'à ce qu'elle ressemble à un nœud coulant autour de ses côtes. Le paysage lui-même semblait le juger. Les tempêtes de poussière l'agressaient dans le désert. Les tempêtes de neige le frappaient de côté dans les Rocheuses. Les vents du nord transperçaient son manteau comme pour le punir d'être resté si longtemps éloigné. Mais il continuait d'avancer, un mile après l'autre, s'accrochant à la lettre, s'accrochant à la lueur d'espoir qu'il était encore temps. Au moment où il atteignit la lisière sud de Red Hollow, son visage était à vif à cause du vent. Les flancs de Claymore étaient couverts de sueur et de poussière. Le soleil se couchait derrière la chaîne d'Absaroka, peignant le ciel du même rouge rouille profonde qui collait à ses bottes. C'était le Montana, mais pas le Montana dont il se souvenait. Red Hollow ne l'accueillit pas avec le calme familier d'une ville de ranch. Au lieu de cela, elle bourdonnait comme une ruche. Les devantures de magasins qu'il se rappelait vieilles et tordues étaient maintenant droites et fraîchement peintes. De nouveaux saloons avaient surgi des deux côtés de la rue principale, leurs fenêtres brillant de la lumière des lampes et bruyantes de rire. Et le chemin de fer était partout. De hauts poteaux en bois bordaient le fond de la vallée comme une colonne vertébrale s'étirant vers l'horizon. Le fracas du métal et le bruit sourd des marteaux résonnaient dans toute la ville. Des chariots chargés de rails et d'outils encombraient la route. Des hommes en manteaux couverts de suie criaient des ordres. L'odeur de pois chaude et de fer remplissait l'air. Eli arrêta Claymore devant la pension pour chevaux et balaya les rues du regard. Red Hollow avait été autrefois une colonie calme et rude. Maintenant, elle avait l'air affamée, comme si elle était prête à avaler tout ce qui croisait son chemin. Les gens se dépêchaient entre les magasins et les saloons, parlant à voix basse et excités. Les terres ont déjà pris 40%. Les Crows achètent tout au nord de la crête. J'ai entendu dire que le chemin de fer paiera le triple pour les cours d'eau une fois qu'ils auront les droits. À quoi bon élever du bétail quand on peut vendre de la terre pour de l'or? Eli sentit son estomac se tordre. La vallée sauvage et tranquille où il avait grandi avait disparu. Elle était remplacée par des hommes avec des registres et des marteaux qui regardaient la terre et voyaient des chiffres au lieu de racines. Il descendit de cheval et mena Claymore vers le forgeron, espérant un visage familier. La vieille forge sentait la même chose, le charbon brûlé, le fer chaud et la sueur.
Mais le forgeron qui sortit était un homme qu'Ellie n'avait jamais rencontré. « Bonjour, dit Ellie en relevant le bord de son chapeau. Je cherche Samuel Mercer. » Le marteau de l'homme se figea en l'air. Il déglutit, essuya la suie de son front et s'approcha. « Mon garçon. » Sa voix s'abaissa, lourde de quelque chose qu'Ellie ne voulait pas entendre. « Ton père est parti, enterré depuis 3 jours. » Le monde vacilla sous les bottes d'Ellie. Il ne respirait pas. Il ne pouvait pas. Le forgeron hésita puis ajouta doucement « Je suis désolé pour votre perte. » Avant qu'Eli ne puisse parler, une autre voix retentit. « Mercer !» Le shérif Nathaniel Briggs s'approcha, son manteau flottant derrière lui, une expression de sympathie lasse sur son visage. « Eli, dit-il en hochant la tête une fois, je me doutais que tu arriverais bientôt. Les nouvelles voyagent vite. Qu'est-ce qui s'est passé? » Força Eli à dire. « Comment est-il mort? » Briggs laissa échapper un lent soupir. Le rapport officiel dit qu'un conflit foncier a mal tourné. Votre père a été abattu pendant l'altercation. Un conflit avec qui? Demanda Ellie, bien que le nom se tapissait déjà au fond de son esprit comme un loup prêt à bondir. Harlan Crow. Le shérif a dit qu'il a plaidé la légitime défense. Pas de témoin clair. La loi ne peut pas faire grand-chose sans preuve. La mâchoire d'Eli se serra jusqu'à ce que ses dents lui fassent mal. Il agrippa les rênes de Claymore assez fort pour que ses jointures blanchissent. « Cette vallée n'est plus la même, » dit Briggs tranquillement. « Des hommes comme Crow ont de l'argent, des relations. Les hommes du chemin de fer derrière eux. Fais attention où tu mets les pieds. » Mais Eli n'écoutait plus. Son sang bouillonnait. Son père était mort, abattu, enterré sans lui. Et l'homme responsable était toujours en liberté. Sans un mot de plus, Eli se balança sur sa selle et lança Claymore dans un galop effréné. Le ranch se dessina au loin comme un souvenir qu'il n'était pas prêt à affronter. Il était perché sur une pente douce surplombant la vallée. Le ranch d'Iron Creek, la maison des Mercer depuis 3 générations. Mais à mesure qu'il se rapprochait, la familiarité se brisa. Le grand peuplier sous lequel son père avait l'habitude de s'asseoir avait été abattu à moitié, son tronc à vif et pâle. Les clôtures étaient une peinte de couleurs que les Mercer n'avaient jamais utilisées. Les portes de la grange avaient été remplacées. Même la façon dont les volets étaient fermés semblait anormale. Et puis il le vit. La poutre du porche où l'enseigne gravée Mercer était suspendue pendant toute son enfance ne tenait plus que 2 trous de clous vides. L'enseigne avait disparu. Son nom, le nom de sa famille, arraché. Un drapeau rouge foncé avec un C noir cousu au centre flottait fièrement au-dessus de la porte de la cabane. La marque de Harlan Crow. Crow s'était emparé d'Iron Creek. Avant qu'il ne puisse descendre de cheval, un homme en manteau de toile sortit de la cabane, la main posée sur la crosse de son revolver. « Cette terre a changé de main, » dit l'homme. « Crow en est le propriétaire maintenant. Si tu tiens à la vie, tu ferais mieux de faire demi-tour et de partir loin. » Eli fixa le porche, voyant les fantômes de son enfance sur ses planches. Les bottes de son père, le baquette de sa mère. Jonah réparant un harnais. Lui-même, petit et pieds nus, courant dans la poussière. Tout avait disparu. Avant que la fureur ne le fasse agir, une voix familière appela depuis la grange. Eli. Jonah Pike, plus âgé, plus mince, s'appuyant lourdement sur la porte de l'écurie, entra dans la lumière. Ses cheveux étaient plus rares, son visage plus usé, mais ses yeux avaient toujours la même fermeté que lorsqu'Eli était un garçon. Eli attacha Claymore et se dirigea vers lui. « Qu'est-ce qui s'est passé, Jonah? » demanda Eli, la voix se brisant malgré lui. Jonah déglutit difficilement. « Je priais pour que tu reviennes, mon garçon. Je ne savais pas si tu le ferais un jour. »« Raconte-moi, » dit Eli. Les épaules de Jonah s'affaissèrent sous le poids du souvenir. Harlan Crow est arrivé dans la vallée il y a 1 mois. Il a essayé d'acheter le ranch. Ton père lui a dit ce qu'il a dit à tous les hommes qui ont essayé avant lui. La terre des Mercer reste la terre des Mercer. Crow n'a pas aimé cette réponse. Jonah jeta un coup d'œil vers le porche, s'assurant que le gars n'entendait pas. Il a apporté des papiers, des contrats, des créances. Il a dit que ton père avait des dettes qu'il n'avait pas. Il a dit que céder le ruisseau réglerait tout. Samuel a refusé. « Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? » demanda Eli, la gorge serrée. Les yeux de Jonah se durcirent. Crow a sorti une arme. Ton père a sorti la sienne. Des coupes de feu ont été tirées.
Crow dit qu'il a tiré en légitime défense, mais j'ai déjà vu un homme mentir. C'était l'une de ses fois. La respiration d'Eli devint lente et dangereuse. Ton père est mort en se battant pour cet endroit, murmura Jonah. Il est tombé juste à côté du peuplier. L'image se grava dans l'esprit d'Eli avec une clarté brutale. Il s'éloigna sans un mot, se dirigeant vers la colline arrière où se trouvaient les tombes de sa famille. Jonah ne le suivit pas. Certains moments, un homme doit les affronter seul. Le chemin vers la crête était familier malgré les années. Au sommet se trouvaient 3 simples croix de bois, usées par les intempéries et légèrement inclinées par le vent. Une pour la mère d'Élie, une pour sa jeune sœur partie trop tôt, et maintenant une troisième, une planche de pain brut, avec un nom gravé à la hâte, Samuel Mercer. Eli s'agenouilla et posa sa main sur la terre froide. « Je suis là, murmura-t-il, bien que le vent ait emporté les mots. Il se sentit stupide de parler à de la terre. Il avait honte de ne pas avoir été là pour parler à l'homme avant qu'il ne devienne terre. Il y resta jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse en violet. Ce n'est que lorsque l'air devint froid qu'il se releva. Le shérif Briggs l'attendait au bas de la colline. « Tu ne devrais pas t'attarder là-haut seul, dit Briggs. Pas avec les hommes de Crow qui rôdent. Qu'est-ce que vous ne me dites pas, shérif? Le coupa Eli. Briggs soupira. Crow a de l'argent, de l'influence. Les hommes du chemin de fer sont dans sa poche. Quoi qu'il se soit passé entre lui et votre père, la loi ne le touchera pas à moins que quelqu'un n'apporte de vraies preuves. Je les trouverai, dit Eli. Briggs secoua la tête. Eli, écoute-moi. Cette vallée n'est pas celle que tu as quittée. Crow a changé les règles. Ne finis pas comme ton père. Pendant un long moment, les deux hommes se firent face dans la lumière mourante. La loi contre la détermination, l'avertissement contre la promesse. Eli ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Briggs voyait déjà la décision écrite sur son visage. Quand le shérif s'éloigna, Eli remonta sur la crête une dernière fois. De là, toute l'étendue d'Iron Creek s'étalait devant lui. Le ruisseau aux eaux vives, les pâturages vallonnés, les granges, les cabanes et les champs que sa famille avait construits de ses mains. Tout cela s'agita en lui comme quelque chose qui se réveillait d'un long sommeil. Il serra les poings. « J'ai fini de fuir », souffla-t-il, la voix aussi stable que l'acier. La terre des Mercer reste la terre des Mercer. La nuit tomba sur Iron Creek. Mais pour la première fois en 8 ans, Elias Mercer ne se sentit pas perdu. Il se sentit chez lui et prêt pour la guerre. Que fera Élie pour récupérer la terre de sa famille et venger la mort de son père, alors que l'homme qui a tout volé détient encore tout le pouvoir? J'ai le sentiment que son prochain coup ne se contentera pas de secouer la vallée. Il pourrait bien la réduire en cendres. Appuyez sur le bouton d'abonnement avant que nous passions à la meilleure partie de l'histoire. Eli retourna à la cabane principale d'Iron Creek le lendemain matin, espérant contre toute raison que quelque chose aurait pu changer pendant la nuit. Peut-être que les hommes de Crow étaient partis. Peut-être qu'il pourrait franchir à nouveau la porte de son père et sentir la chaleur de son foyer. Mais la réalité le frappa, froide et brutale. Un garde descendit du porche, une main posée nonchalamment sur son revolver, comme pour défier Eli de discuter. « Tu fais un pas à l'intérieur, dit le garde, et tu es en état d'arrestation. » Eli garda sa voix stable. « C'est la maison de mon père. »« C'était, répondit l'homme. Tu dis ça, hein? Plus maintenant. » Les mots frappèrent en plus fort que la menace. Sans arme dégainée et sans preuve de son côté, Eli tourna les talons. L'humiliation lui collait à la peau comme de la poussière. Il se dirigea vers la vieille grange à chevaux, à moitié pourrie, à moitié familière, et poussa la porte qui grinçait. Ça sentait le foin, le cuir, la sueur, la poussière et la légère douceur du vieux pain. Le travail de son père était partout. Des poutres réparées, des chevilles sculptées à la main, des rainures usées dans ce sol où Samuel Mercer avait fait les 100 pas pendant des décennies d'hiver. Eli dégagea un espace dans un coin, étalant une couverture sur la terre battue. Quand il s'allongea enfin, le bois au-dessus de lui gémissant doucement alors que le vent poussait contre les murs de la grange, une vague de perte le submergea. « C'était chez moi », murmura-t-il dans l'obscurité. Il ferma les yeux et répéta les mots qu'il avait répétés tout au long du chemin. « Si mon père a survécu à 8 hivers du Montana, je peux survivre à cette nuit. » Mais la vérité était plus dure. Il ne survivait pas à la nuit. Il survivait à ce qu'était devenu l'héritage de son père. L'après-midi suivant,
Jonah le conduisit à la grange secondaire où Samuel gardait les registres financiers, les journaux d'abattage, les noces d'élevage et les cartes de pâturage. La poussière flottait dans l'air en douce spirale, tandis qu'Eli ouvrait les registres. Sous la lueur chaude d'une lampe à pétrole, il lut ligne par ligne. 10 ans d'écriture soignée remplissaient les pages. Revenus des ventes de bétail, dépenses en nourriture, saison de vélage, notes météorologiques, réparations, soldes mensuels. Tout avait un sens. Tout, sauf la dette. Samuel devait si peu, quelques dizaines de dollars, gérables. Rien à voir avec le chiffre que Crow prétendait quand il a saisi le ranch. Eli fronça les sourcils. Crow a dit que la terre a été prise à cause d'une dette. Mais ça, il tourna les pages. Ça ne correspond à rien de ce qu'il a dit au shérif. Jonah croisa les bras. Samuel n'a jamais eu besoin de prêt. Il n'en a jamais pris. Il disait toujours qu'un Mercer se tient sur ses propres pieds. Le soupçon d'Eli s'aiguisa. Si le ranch n'a pas été saisi, alors la revendication de Crow n'avait aucun fondement. Quelque chose ne va pas, dit Eli. Vraiment pas. Il commença à marquer des incohérences, des chiffres réécrits d'une écriture différente dans les pages les plus récentes. Quelqu'un avait falsifié les livres. Mais les entrées antérieures de Samuel étaient propres, cohérentes, honnêtes. Les dernières phrases racontaient une histoire que Samuel n'avait jamais vécue. Quelqu'un avait construit un mensonge sur la vérité. Jonah revint le lendemain matin, portant un papier plié enveloppé dans un tissu. « J'ai trouvé ça en ville, marmonna-t-il. Une copie du contrat que Crow a déposé au palais de justice. » Eli étala le document sur une table à côté du journal quotidien de Samuel. La signature familière, Samuel Mercer, apparaissait des dizaines de fois dans le journal. Des boucles fortes, une longue queue balayant le S, des traits confiants. Mais sur le contrat de Crow, le S bégayait, les boucles s'effondraient. Les lignes semblaient forcées, maladroites. « Rien à voir, marmonna Eli. » Il approcha la page de la lampe, laissant la flamme souligner le malaise qui pesait sur sa poitrine. « Mon père n'a pas signé ça, dit-il doucement. Pas avec cette main. » Jonah hocha la tête. « Je t'ai dit que Crow manque comme il respire. » La pièce semblait plus petite, plus étroite. À chaque minute qui passait, la corde autour du cœur d'Eli se resserrait. Crow n'avait pas seulement volé le ranch. Il avait réécrit la vérité pour le justifier. Plus tard cette semaine-là, Clara Whitmore trouva Eli errant dans la rue principale. Elle portait un sac de farine, ses cheveux auburn attachés en arrière, les yeux vifs et pleins d'inquiétude. « Tu as l'air d'un homme qui n'a pas mangé depuis la guerre, dit-elle. Viens à l'auberge. Le dîner est pour moi. » À l'auberge Whitmore, elle lui versa une tasse de café et s'appuya contre le comptoir. « J'ai entendu parler de la terre, dit-elle. Crow s'en vante au saloon. Il dit que la vallée sera à lui avant l'hiver. » La mâchoire d'Eli se crispa. « Et il parle aux hommes du chemin de fer, ajouta Clara. Il dit qu'il vendra toute la parcelle une fois qu'il aura éliminé les derniers obstacles. » Eli n'eut pas besoin de demander qui étaient les obstacles. Clara baissa la voix. « Ton père n'a pas perdu ce ranch, Eli. Quelqu'un l'a pris. » Ces mots s'installèrent en lui comme un poids et une promesse. Quelqu'un l'a pris et quelqu'un devait le reprendre. 2 matins plus tard, une calèche noire remonta le chemin de terre d'Iron Creek, s'arrêtant devant le porche comme si elle y appartenait déjà. Harlan Crow en sortit, vêtu de laine anthracite, une chaîne en or brillant sur son gilet, le sourire d'un homme qui croyait posséder tout ce que ses yeux touchaient. Il se dirigea vers Eli avec une arrogance désinvolte. « Des conditions de vie difficiles pour un Mercer, » dit Crow en jetant un coup d'œil à la grange derrière eux. « Dommage que tu n'aies pas été là pour gérer les choses. » Eli ne dit rien. Crow fit un geste large. « Je suis prêt à te faire une offre, mon garçon. Vaine-moi ce que tu penses qu'il te reste, ton nom, ta fierté, tes illusions. Je suis généreux aujourd'hui. » « Non, dit Eli. Crow s'approcha, la voix baissant à un ton calme et venimeux. « Ton père se tenait là où tu te tiens maintenant, murmura-t-il. Tu ferais peut-être mieux de choisir différemment. » Eli ne broncha pas. Crow attendit, puis eut un sourire narquois, une expression qui disait qu'il croyait déjà posséder la vallée. Mais quand il se détourna, Eli vit autre chose dans la posture de l'homme, de la peur. Crow n'était pas là pour négocier, il était là pour contrôler une menace, et Eli venait de confirmer qu'il en était une. Cet après-midi-là, Jonah emmena Eli dans le pâturage. « Tu sais monter à cheval, dit Jonah en lui tendant un lasso.
Mais gérer un ranch, ce n'est pas la même chose. Pendant des jours, ils travaillèrent côte à côte. Jonah lui apprit comment Samuel faisait tourner le bétail selon les saisons, comment il vérifiait l'eau du ruisseau pour des signes de contamination par l'exploitation minière en amont, comment il comptait les veaux et séparait les sains des faibles. Eli sentit à nouveau la terre, son pouls, ses attentes, son poids. Un matin, alors qu'il réparait une clôture, Jonah s'appuya sur un poteau et regarda Eli avec des yeux doux. Ton père aurait été fier, Eli. Vraiment fier. Le mot frappa plus profondément que Jonah ne l'avait prévu. Pour la première fois, Eli sentit la signification du ranch s'installer dans ses eaux, non pas comme une revendication, non pas comme un souvenir, mais comme une responsabilité. Iron Creek n'était pas quelque chose dont on héritait, c'était quelque chose qu'on méritait. Une semaine plus tard, Eli inspecta la vieille cabane, la première maison de Samuel sur la propriété. La plupart s'étaient effondrées ou avaient été usées par le temps, mais les fondations restaient. Il entra dans la pièce sombre et poussiéreuse. Quelque chose clochait. Une planche près du foyer était légèrement surélevée. Il s'agenouilla et la souleva. En dessous se trouvait une petite boîte en bois, enveloppée dans une toile cirée. Son pouls s'accéléra. À l'intérieur de la boîte, il trouva un acte de propriété, non signé, intact, et une lettre de l'écriture de Samuel. Les bords inachevés, déchirés. Eli, si tu rentres à la maison, tu dois. La phrase se terminait brusquement, arrachée, comme si quelqu'un n'avait pas voulu que le reste soit trouvé. Eli ferma les yeux, serrant la lettre. Maintenant, je sais, murmura-t-il. Son père avait refusé de signer quoi que ce soit. Il avait préparé un message. Crow l'avait arrêté avant qu'il ne puisse le finir. Eli se rendit en ville et entra dans le bureau du shérif avec les documents en main. Briggs les étudia longuement avant de secouer la tête. On ne peut nier que les signatures ne correspondent pas, dit le shérif. Mais falsifier un contrat et prouver que Crow voulait tuer ton père, c'est un autre combat. Il l'a tué, dit Eli, et il fera pire si quelqu'un ne l'arrête pas. Briggs soupira, se frottant les tempes. Eli, je ne suis pas en désaccord, mais Crow est lié aux finances du chemin de fer. Il a des juges et des banquiers dans sa poche. Si tu pousses trop fort sans preuve solide, il marqua une pause, rencontrant les yeux d'Eli avec quelque chose comme de la culpabilité. Tu pourrais disparaître de la même manière que ton père. Eli ne blâmait pas l'homme. Briggs n'était pas corrompu, juste piégé comme tous les autres que Crow dominait. Mais Eli n'était pas piégé, il se relevait. Le piège fut tendu par accident au début, puis délibérément. Une fin d'après-midi, alors qu'Eli et Jonah travaillaient près des enclos à bétail, le tonnerre des sabots fit trembler la terre. 3 cavaliers arrivèrent au galop, armes au poing. À leur tête se trouvait Cole Maddox, l'exécuteur le plus impitoyable de Crow, un homme connu pour tuer sans hésitation. Maddox ne ralentit pas. Il dégaina, tira, et la balle traversa directement le panneau de bois qui disait autrefois Mercer, le faisant voler en éclats. Le bétail paniqua et se dispersa dans le champ. Eli ne bougea pas. Maddox sourit. Tu as 1 semaine, Mercer. Après ça, on ne discutera plus. La main de Jonah glissa vers son pistolet, mais Eli l'arrêta d'un regard. Ce n'était pas un avertissement, c'était un compte à rebours. La nuit suivante, l'obscurité s'installa sur Red Hollow, comme une lourde couverture épaisse de murmures et du genre de tension qui s'accumule avant une tempête. À la lueur des lampes du saloon de Red Hollow, Clara Whitmore franchit la porte avec un calme mesuré. Elle n'avait jamais cherché à attirer l'attention, mais ce soir, elle avait besoin d'un public. Le saloon était plein, des joueurs de cartes penchés sur les tables, des employés de ranch bruyants à cause du whisky, des spéculateurs fonciers se vantant de leur prochaine fortune. Clara se déplaça silencieusement parmi eux, s'arrêtant près du bar. Elle se pencha vers le croupier et parla juste assez fort pour que les tables environnantes l'entendent. Eli Mercer arrive en ville au lever du soleil, murmura-t-elle en posant un verre. Il apporte la preuve que Crow a falsifié les papiers. La pièce ne se figea pas, mais elle changea, subtile, électrique. Quelques hommes échangèrent des regards. D'autres se penchèrent, les mots commencèrent à se disperser comme des feuilles sèches dans une rafale de vent. Mercier a des preuves. Il y a des preuves que Crow a falsifié l'acte de propriété. Il les apporte au shérif demain. Dans un coin, un homme portant les couleurs de Crow se leva brusquement et partit sans payer sa note.
Clara le regarda partir, son expression neutre, mais son pouls régulier et sûr. Bien. Crow l'entendrait avant minuit, et une fois qu'il l'aurait entendu, il viendrait. De retour à Iron Creek, la grange sentait la poussière, l'huile et la violence imminente. Eli, Jonah Pike et Thomas Hale se tenaient sous les chevrons, faisant des préparatifs qui décideraient si le ranch vivrait ou mourrait au lever du soleil. Jonah vérifia le mécanisme de chargement de son fusil Spencer, essuyant le canon avec une efficacité habituée. Thomas était assis sur une caisse renversée, démontant sa Winchester, la nettoyant avec un chiffon avant de la remonter avec un clic métallique. Eli disposa 2 pistolets Colt, ceux de son père. Leur poids apporta une fermeté à ses mains. La même fermeté qu'il avait ressentie enfant quand Samuel Mercer lui avait appris à viser. « Nous allons nous répartir les positions », dit Eli en plaçant les Colts dans leurs étuis. « Jonah, tu prends l'arrière de la grange à bétail. Maddox viendra probablement de la crête, donc tu auras une chance de tirer sur quiconque nous contourne. » Jonah hocha la tête. « Je serai prêt. »« Thomas, tu tiens le puits, » continua Eli. « Si les hommes de Crow essaient de contourner la maison par derrière, ils essuieront ton feu en premier. » Thomas resserra le bandage autour de son bras blessé lors d'une précédente altercation et hocha la tête. « Ils ne passeront pas. »« Et moi ?» demanda Jonah. Eli expira lentement. « Je serai dans la cour à attendre Crow. » Thomas secoua la tête. « Crow ne viendra pas seul. Maddox commencera à tirer. » Je sais. Aucun d'eux ne tremblait. Aucun n'hésitait. La peur s'était consumée en eux il y a longtemps, remplacée par quelque chose de plus aigu, une résolution forgée par la vérité et la souffrance. Le shérif Briggs trouva Eli plus tard cette nuit-là, à l'ombre des pins qui bordaient le ranch. Le shérif descendit de cheval silencieusement, ses bottes craquant sur les aiguilles de pin alors qu'il s'approchait. « Tu tends un piège, » dit Briggs. « Et tu sais très bien que Crow est dangereux quand il est acculé. Il est dangereux en liberté, » répondit Eli. Briggs regarda vers Iron Creek, vers le fantôme de Samuel Mercer, qui flottait dans chaque ombre. « Je ne peux pas te soutenir ouvertement, pas à moins que je ne l'entende avouer. Si je ne le fais pas, la loi me lie les mains. » Eli compris. « Je ne te demande pas d'arrêter les balles. » Les yeux de Briggs se durcirent. « Je ne peux pas te protéger avant que les balles ne volent, seulement après avoir entendu la vérité. »« Alors reste prêt, » dit Eli. Le shérif hocha la tête une fois. « Plus près que tu ne le penses. » Il s'éloigna et Eli retourna au ranch avec le poids de ce que demain apporterait pesant sur sa colonne vertébrale. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le jour suivant arriva avec une sorte de calme qui précède la calamité. À midi, le vent était complètement tombé. Même le bétail semblait mal à l'aise, piétinant et reniflant, comme s'il sentait la violence à venir. Puis Eli l'entendit. Des bruits de sabots. Nombreux. Le grondement s'intensifia jusqu'à ce que 4 cavaliers apparaissent au tournant. Les hommes de main de Crow se déployèrent dans la cour avec une menace calculée. Derrière eux chevauchait Cole Maddox sur son étalon noir, les yeux réduits à des fentes étroites sous le bord de son chapeau. Et enfin arriva une calèche noire polie, ses roues soulevant de la poussière dans l'air. Harlan Crow en sortit comme s'il arrivait pour inspecter une propriété qu'il possédait déjà. Il retira lentement ses gants, arpentant le ranch d'un léger sourire. « J'ai entendu dire que tu avais quelque chose à me montrer, Mercer », lança Crow, la voix douce et moqueuse. Eli se tenait au centre de la cour, les mains loin de ses armes, fixant directement l'homme qui avait tué son père. Derrière Crow, une poignée de citadins avaient suivi la procession, la curiosité l'emportant sur la prudence. Clara se glissa silencieusement parmi eux, se positionnant derrière le puits, d'où elle avait une vue dégagée sur Eli. L'air se tendit. Crow éleva la voix, s'assurant que tout le monde l'entende. « Ce ranch est à moi par la loi, » déclara-t-il. « Votre père était d'accord. » Eli ne bougea pas. « Mon père n'a jamais rien signé et vous le savez. » Un murmure parcourut la petite foule. Jonah, caché derrière la grange à bétail, stabilisa son fusil. Thomas, accroupi près du puits, arma son fusil de chasse silencieusement. Crow gloussa. « Les accusations sans témoin ne sont que du vent, Mercer. » Eli plongea la main dans son manteau, sortit l'acte non signé que Samuel avait caché et le jeta aux pieds de Crow. Le papier glissa sur la terre. « C'est le contrat original, » dit Eli. « Jamais signé, jamais transféré. » Crow ne le regarda même pas.
Le papier ne signifiait rien sans un témoin. Eli balaya du bras les gens rassemblés autour de la cour. Voici le témoin, tous ceux qui vous entendent aujourd'hui. La main de Maddox se dirigea vers son revolver. Jonah le vit. Thomas le vit. Ely le vit. Et Crow vit qu'il l'avait vu. Le sol semblait retenir son souffle. Un des spectateurs murmura. S'il ne l'a pas signé, comment Crow a-t-il obtenu l'acte? La mâchoire de Crow se serra. Son regard passa de Maddox à Lagrange, puis revint à Eli. Quelque chose se brisa dans son arrogance soigneusement construite. « Tu ne sais rien du tout, Mercer, » lança-t-il. Eli fit un pas de plus. « Je sais que vous avez falsifié la signature de mon père. Je sais que vous l'avez tué quand il a refusé. Et je sais que vous êtes venu ici aujourd'hui pour faire taire la vérité. » Le visage de Crow se tordit. « Ton père était têtu, cracha-t-il. Il signait ou il mourait, d'une façon ou d'une autre. Chaque âme dans la cour se figea. Même le vent recula. Le shérif Briggs, caché dans la foule, se redressa brusquement. Sa main se referma sur son étui. Crow réalisa trop tard ce qu'il avait dit. Ses yeux se tournèrent vers Maddox. Maddox. Le coup de feu partit en premier. Maddox dégaina avec une vitesse surhumaine, tirant directement sur Eli. La balle souleva un panache de poussière du sol à quelques centimètres des côtes d'Eli. Eli plongea à gauche, roulant derrière un abreuvoir alors que des éclats de bois jaillissaient. Jonah tira simultanément de derrière la grange, faisant se disperser les hommes de Maddox. L'un d'eux tourna sur lui-même, agrippant une épaule ensanglantée. La cour explosa dans le chaos. Les coups de feu rugirent comme le tonnerre. Les chevaux hurlèrent. La fumée envahit le ciel. Eli se releva d'un bond, esquivant un deuxième tir de Maddox. Derrière lui, Thomas prit une balle dans le bras, mais resta debout, tirant des coups réguliers qui empêchèrent les hommes de Crow d'avancer au-delà du puits. Le fusil de Jonah crépita encore et encore avec une précision mortelle. La bataille fit rage dans la cour des Mercer, sur le même sol que Samuel avait défendu jusqu'à la mort. À travers la brume, Maddox s'avança, arme au poing, les yeux brûlants du frisson malsain d'un tueur. Il pointa à Eli. « Ton père a supplié, » ricana Maddox par-dessus les coups de feu. « Le feras-tu? » Eli leva son côte. Son cœur ne battait pas la chamade. Ses mains ne tremblaient pas. L'entraînement de Samuel Mercer était plus profond que la peur. Les deux hommes se tournèrent lentement autour, leurs bottes creusant des sillons dans la poussière. Ils étaient des loups, calculateurs, mortels, attendant la moindre erreur. Un coup de feu claqua. La terre explosa entre eux. Un autre coup, un autre raté. La distance se réduisit alors qu'ils avançaient et tiraient, chaque balle gravant la mort dans l'air autour d'eux. Les derniers pas les rapprochèrent tellement qu'ils pouvaient voir le reflet de leur propre rage dans les yeux de l'autre. Mais Crow, désespéré et traqué par sa propre confession, changea complètement la donne. Il se jeta vers le puits, attrapant Clara par le bras. Avant qu'elle ne puisse crier, il la tira contre lui et pressa son revolver contre sa tempe. « Personne ne bouge !» cria Crow. « Je monte à cheval maintenant. » Les tirs s'espacèrent, puis se turent. Clara tremblait, mais ses yeux rencontrèrent ceux d'Eli avec un défi féroce. « Laisse-moi partir !» gronda Crow. « Ou elle meurt. » Jonah essaya de trouver un angle pour un tir clair, mais Eli leva brusquement la main. « Non, » murmura Eli, « l'angle est mauvais. » Crow recula vers sa calèche, traînant Clara avec lui. « Tu m'entends, Mercer » hurla-t-il. « Tu perds tout aujourd'hui, comme ton vieux père. » Un gémissement traversa l'air. Maddox, saignant abondamment, avait réussi à se relever sur un genou. Sa main chercha son revolver, le levant vers Ellie avec un bras tremblant. Eli vit le mouvement du coin de l'œil. D'un mouvement fluide, il pivota, dégaina et tira. La balle frappa Maddox en plein dans la poitrine. L'homme bascula en arrière dans la poussière, enfin immobile. Une menace était éliminée, une autre restait. Crow tressaillit quand Maddox tomba. La fraction de seconde de choc desserra juste assez sa prise sur Clara. Le shérif Briggs s'avança hors de la foule, arme au poing. « Lâche ton arme, Harlan » aboya-t-il. Crow se tourna, les yeux fous, et poussa Clara de côté pour viser Eli. Il n'en eut jamais l'occasion. Briggs tira le premier. La balle percuta la poitrine de Crow. Il chancela, laissa tomber son revolver et s'effondra sur le sol du ranch qu'il avait essayé de voler. Clara trébucha, à bout de souffle, dans les bras d'Eli.
Quand le dernier coup de feu s'évanouit dans les collines lointaines et que la poussière retomba sur Iron Creek, le silence s'installa sur le ranch, un silence assez épais pour être goûté. C'était le silence après la mort, après la vérité, après que tout ait changé. Harlan Crow gisait mort dans la poussière, Cole Maddox à ses côtés, et les hommes qui les avaient suivis se tenaient pâles et secoués alors que le shérif Briggs leur ordonnait de jeter leurs armes. Les armes à terre, ébouilla Briggs, maintenant. Un par un, les hommes de main obéirent. Certains n'osaient pas regarder Eli dans les yeux. D'autres le regardaient avec quelque chose qui ressemblait à de la honte, comme s'ils réalisaient trop tard le genre d'homme qu'ils avaient choisi de servir. Jonah et Thomas sortirent de leur position, armes toujours levées jusqu'à ce que le dernier revolver claque dans la poussière. Clara émergea de derrière le puits, le visage pâle mais intact. Elle serrait l'acte non signé et la copie falsifiée de Crow. L'un, une relique de vérité, l'autre, un symbole de corruption. Le shérif Briggs lui fit signe de les apporter. « Étalez-les, dit-il. » Clara posa les documents sur une planche de chariot. Briggs appela deux citadins, des hommes qui savaient lire et écrire assez bien pour reconnaître les signatures. Ils se penchèrent sur les papiers sous l'éclat du soleil de midi. L'un d'eux ajusta ses lunettes, fronçant profondément les sourcils. « Ces signatures ne sont pas les mêmes, dit-il. »« Même pas proches, ajouta l'autre. Briggs souleva le document falsifié et éleva la voix, s'assurant que toute la vallée et les hommes qui servaient autrefois Crow l'entendent clairement. « Ces documents sont des faux, déclara-t-il. Les hommes de Crow seront jugés. » Une vague de halètements parcourut la foule. Quelqu'un murmura. « Samuel Mercer a été tué pour ça. » Pour la première fois, la vérité sur la mort de Samuel n'était pas une rumeur, pas un soupçon. C'était un fait, prononcé à voix haute, et Eli sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, mais pas assez pour appeler ça du soulagement. Pas encore. Pas tant que la vallée n'arrêterait pas de résonner du fantôme de son père. La nouvelle se répandit rapidement à travers le territoire. Le lendemain matin, des cavaliers livrèrent la nouvelle au bureau du chemin de fer. Une nouvelle qui arracha les fondations des ambitions de Crow. Le télégramme arriva, brutal et sec. Toutes les négociations avec Harlan Crow sont terminées. Sans l'influence de Crow, les investisseurs qui avaient tourné autour de la vallée comme des vautours abandonnèrent leurs plans. Les rumeurs se tarirent. La paperasse s'arrêta. Quel que soit le plan que Crow avait bâti sur des mensonges, il s'évapora avec sa mort. Iron Creek ne deviendrait pas une ligne de chemin de fer. Pas maintenant, jamais. 3 jours plus tard, Eli se retrouva dans le bureau du shérif et le poids de la vérité bascula enfin vers la justice. Le shérif Briggs enregistra les témoignages, examina les documents et apposa sa signature au bas d'un certificat de propriété temporaire. Il tendit le papier à Eli avec un signe de tête solennel. Elias Mercer est l'héritier légitime et le propriétaire en titre du ranch d'Iron Creek. Luke Briggs à voix haute. Jonah, debout derrière Eli, laissa échapper un rire de soulagement rare et frappa Eli sur l'épaule. Pour la première fois depuis le retour d'Eli, le sourire du vieil employé de ranch atteignit ses yeux. La loi avait parlé. Iron Creek était de nouveau la terre des Mercer, du moins sur le papier. Le reste demanderait du travail. Le lendemain matin se leva, doux et froid. Jonah et Thomas apportèrent une longue planche de bois de la remise. Une planche décolorée par le soleil, gravée d'un nom qui gardait autrefois le ranch comme une sentinelle. Mercer. Le souffle d'Eli se coupa alors qu'il brossait la poussière des rainures. Les lettres semblaient plus profondes que le bois, gravées dans la mémoire autant que dans le grain. Il est temps qu'elle retourne à sa place, dit Jonah. Ensemble, ils portèrent l'enseigne jusqu'au porche. Ils la soulevèrent, alignèrent les trous sur les crochets en fer que Samuel avait martelés des décennies plus tôt, et la mirent en place. Le métal produisit un son clair et retentissant en glissant en place. Eli ferma les yeux. Un instant, il eut l'impression que son père se tenait à côté de lui, posant d'une main sur son épaule comme il le faisait autrefois. Quand ils avaient tous les deux terminé une longue journée de travail, le ranch avait retrouvé son nom, et le nom avait retrouvé son but. Ce soir-là, alors que le ciel brûlait d'orange sur les collines, Eli scella Claymore et se rendit sur la crête où se trouvaient les tombes. Dans sa main, il tenait le vieux chapeau de Samuel Mercer, le même que son père portait la nuit où ils s'étaient disputés.
Le trajet de son cheval à la tombe sembla plus long que les 3000 miles qu'il avait parcourus pour rentrer chez lui. Il s'agenouilla devant la croix de bois, traçant les lettres gravées du bout des doigts. Il déglutit difficilement. J'aurais dû être là. Le vent bruissait dans les hautes herbes, doux et mélancolique. Je suis désolé d'être parti, murmura Eli. Je suis désolé de ne pas avoir été là. La vallée retint son souffle, écoutant. Je pensais que fuir me rendrait libre, dit-il. Mais tout ce que ça a fait, c'est briser les choses qui comptaient pour moi. Tu avais raison. Je ne le voyais pas à l'époque. Une larme tomba sur la terre. Je suis là maintenant, dit-il, et je ne fuirai plus. Il posa le vieux chapeau sur la tombe, le pressant doucement dans le sol. Un geste d'excuse, une promesse, un commencement. Quand il se releva, il sentit quelque chose de non dit passer entre lui et la terre. Le pardon, non pas de son père, mais de lui-même. Cette nuit-là, en regardant le ranch briller dehors sous la lumière des lampes, Eli réalisa la vérité qu'il avait évitée pendant des années. Il n'était plus le garçon en colère qui était parti. Il était l'homme qui était revenu. Il trouva Jonah appuyé sur la balustrade du porche, le regardant avec une calme compréhension. « Ce ranch est à moi de le porter maintenant, » dit Eli doucement. Jonah hocha la tête. Il l'a toujours été. Il t'a juste fallu un certain temps pour le voir. Au cours des semaines suivantes, Iron Creek se débarrassa lentement des cicatrices de la violence. Jonah, Thomas, Clara et même quelques citadins qui se sentaient coupables d'avoir un jour soutenu Crow se joignirent à la restauration. Ils reconstruisirent la porte d'entrée, relevèrent les clôtures arrachées par les balles, peignirent les granges jusqu'à ce qu'elles brillent comme des braises au coucher du soleil. Le bétail fut rassemblé, compté, marqué au fer avec le M emblématique que Samuel Mercer avait conçu. Le ranch respirait à nouveau, fatigué, meurtri, mais vivant, comme s'il reconnaissait les mains fermes qui le guidaient maintenant. Iron Creek n'était plus un champ de bataille. Il redevenait un foyer. Un après-midi, un agent du chemin de fer en costume rigide remonta la vallée, la poussière collant à ses bottes, ses yeux calculateurs alors qu'il arpentait la terre. « Monsieur Mercer, » lança-t-il en soulevant son chapeau, « nous sommes prêts à vous faire une offre généreuse pour le pâturage Est. Haute valeur, paiement immédiat. » Eli essuya la sueur de son front et regarda les prairies vallonnées. Cette parcelle avait été l'endroit préféré de sa mère. C'est là que Samuel lui avait appris à utiliser le lasso quand il avait 10 ans. Là où Jonah avait débourré son premier cheval. Là où la balle de Maddox avait manqué Eli de quelques centimètres quelques semaines plus tôt. « Non, dit simplement Eli, Iron Creek n'est pas à vendre, ni maintenant, ni jamais. » L'agent cligna des yeux. « Êtes-vous certain? Le chemin de fer? » « Je suis certain. » L'homme repartit avec rien d'autre que de la poussière derrière lui. Iron Creek resta entier. Alors que la vie revenait lentement à la normale, un lien silencieux se tissa entre Eli et Clara. Elle venait souvent, apportant de la nourriture pour Jonah, des bandages pour Thomas, ou restant simplement pour aider à réparer une clôture ou à fermer un poulailler. Mais les vrais moments n'étaient pas quand ils parlaient. C'était quand il ne le faisait pas. Certains soirs, Clara s'asseyait sur les marches du porche, regardant le soleil plonger derrière les montagnes, et Eli s'asseyait à côté d'elle sans un mot. Elle ne le pressait pas de questions sur son passé. Il ne lui posait pas de questions sur ses chagrins. Ils partageaient le silence comme une langue qu'eux seuls comprenaient. Stable, sans contrainte, patient. Leur lien ne naquit pas de déclaration, mais d'endurance. Comme l'herbe le long d'un ruisseau, silencieux, enraciné, inévitable. Un matin à l'aube, alors que le brouillard drapait le fond de la vallée, Eli monta sur Claymore et se rendit sur la plus haute crête, l'endroit où Samuel avait l'habitude de s'asseoir quand il voulait contempler la terre qu'il aimait. Du sommet de la colline, Iron Creek s'étendait, large et doré, scintillant sous le soleil levant. Eli inspira profondément, l'air frais et doux. Un poids qu'il avait porté pendant une décennie glissa enfin de ses épaules comme une pierre dans une eau profonde. Il n'était plus le garçon qui s'était enfui en colère, plus le fils qui était revenu trop tard, plus le vagabond cherchant quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il était l'homme qui était resté, l'homme qui avait reconstruit, l'homme qui s'était battu pour la terre qu'il avait façonnée. Eli Mercer, propriétaire d'Iron Creek. Plus tard dans la journée, il retourna au porche. L'enseigne Mercer était légèrement de travers à cause du vent de la nuit dernière.
Il la souleva doucement et la redressa jusqu'à ce qu'elle soit ferme et fière. Il recula et la regarda un long moment. Chaque balle tirée, chaque vérité révélée, chaque sacrifice fait, chaque mile parcouru, tout menait ici. Le ranch d'Iron Creek tenait debout parce qu'il avait choisi de se battre. Il portait le nom de Mercer parce qu'il avait choisi de le porter. Et alors que la brise traversait la vallée, bruissant dans les champs et chuchotant à travers les peupliers, Eli sentit le ranch respirer avec lui. Un héritage perdu, un héritage pour lequel on s'est battu, un héritage reconquis. Iron Creek resterait la terre des Mercer par le sang, par l'honneur et par le courage de l'homme qui était rentré chez lui. Le temps passa à Iron Creek de la manière calme et régulière qu'il prend quand un homme se permet enfin de vivre. Des clôtures furent érigées, les veaux engraissèrent, la neige vint et repartit 2 fois, et l'histoire de Harlan Crow et Cole Maddox s'estompa pour devenir quelque chose qu'on racontait à voix basse autour d'un whisky, puis qu'on ne racontait plus du tout. Eli commença à croire que la vallée avait enfin mis ses fantômes au repos. Puis, un après-midi de début d'automne, il vit un cavalier venir de l'Est. L'homme chevauchait lentement, non pas comme un vagabond ou un vendeur, mais comme quelqu'un qui savait déjà où il allait. Son manteau était long et usé par les voyages, son chapeau tiré bas. Une vieille cicatrice déchiquetée courait de la base de son cou à une épaule, visible même à distance quand il descendit de cheval sans demander la permission. Ses bottes craquèrent sur la cour en terre battue d'Iron Creek. Eli descendit du porche, la main près de son colt, mais sans le dégainer. « Vous êtes sur une propriété privée, dit-il. » L'étranger ne broncha pas. Il plongea la main dans son manteau et jeta quelque chose vers Eli. C'était une enveloppe jaunie et froissée, les bords adoucis par des années de voyage. Eli l'attrapa d'une main, lissant le papier juste assez pour lire la ligne déchiquetée griffonnée sur le devant. « Votre père avait une dette bien plus grande que cette terre. » La voix de l'homme était sèche et rauque. « Je m'appelle Beckett, dit-il. Je chevauchais avec ton père bien avant qu'il ne décide de jouer au rancher. » Le cœur d'Eli manqua un battement. Mon père ne jouait à rien. Les yeux de Beckett, pâles et vigilants, parcoururent le ranch, la grange, les collines, la maison qui appartenait autrefois à Samuel Mercer. « Non, dit-il doucement, Denton, il ne jouait pas. C'est ça le problème. Il n'en dit pas plus. Pas encore. » Ils s'assirent à la table de la cuisine. Clara posa silencieusement une tasse de café devant Beckett, son regard le jaugeant comme on regarde une arme chargée laissée sur la table. Beckett enroula ses doigts balafrés autour de la tasse. « Tu crois savoir qui était Samuel Mercer, mon garçon? » demanda-t-il à Eli. « J'en sais assez, » répondit Eli, la mâchoire serrée. Il était têtu, dur, juste. Cet endroit était sa vie. Beckett eut un rire court et sans humour. C'est ce qu'il est devenu, pas ce qu'il était. Il se pencha en arrière. Avant ce ranch, Samuel chevauchait avec une bande appelée les Hollow Hawks. Nous travaillions sur les routes de l'or, des escortes, de la protection, on pourrait dire. Parfois, nous escortions les chariots. Parfois, nous les prenions. Ça dépendait de qui payait le mieux. Clara s'immobilisa près du poêle. C'était un des hors-la-loi, continua Beckett. Pas le genre des romans à 4 sous. Des vrais. Méchants, intelligents, dangereux. Samuel était l'un des meilleurs, jusqu'au jour où il a vu notre chef mettre une balle entre les yeux d'un homme qui n'avait jamais levé une arme. Juste un commerçant qui en avait trop vu. Le regard de Beckett se perdit au loin. C'est le jour où ton père est parti. Les Hollow Hawks n'aiment pas les hommes qui se découvrent une conscience. Ils l'ont traité de traître. Ils ont mis un prix discret sur sa tête. Il a passé des années à regarder par-dessus son épaule. Eli déglutit difficilement. Les silences de son père, la façon dont il regardait l'horizon la nuit, tout cela prenait une nouvelle forme. « Il ne me l'a jamais dit, » dit Eli. « C'était le but, » répondit Beckett. « Il voulait que tu restes à l'écart de tout ça. » Plus tard cette semaine-là, alors que le vent secouait les peupliers, Clara nettoyait la vieille cabane sur la colline, celle que Samuel avait utilisée avant que la maison principale ne soit construite. La poussière recouvrait tout, une couverture sur une vie enterrée il y a des années. Elle vidait le fond d'une vieille armoire quand ses doigts effleuraient quelque chose de trop lisse, de trop délibéré pour être une planche tombée. Un petit panneau coulissa, révélant une poche étroite. À l'intérieur se trouvait un carnet en cuir usé. Elle l'ouvrit avec précaution. Les premières pages contenaient des chiffres, des listes de fournitures,
des notes de voyage. Puis le ton changea. Des noms commencèrent à apparaître, des noms qu'elle ne connaissait pas, des lieux dont elle n'avait jamais entendu parler. En haut d'une page, écrit plus lourdement que le reste, Hollow Hawks. Elle feuilleta, voyant des croquis d'un faucon aux ailes coupées, des codés, des phrases à moitié terminées qui parlaient de culpabilité et de peur. Sur la dernière page écrite, un symbole se répétait, un faucon grossier, sa tête barrée d'un X. Il correspondait à la marque étrange qu'elle avait vue une fois sur une lettre inachevée que Samuel avait laissée. Clara referma lentement le livre. Samuel Mercer ne se cachait pas d'une simple malchance. Il se préparait à quelque chose qu'il savait pouvoir venir le chercher, et maintenant, c'était arrivé. De retour dans sa maison principale, Beckett regardait le feu avec la patience d'un chasseur. Les Hollow Hawks ont disparu, dit-il quand Eli le pressa. Du moins, le gang tel qu'il était. Mais des hommes comme ça ne disparaissent pas simplement. Certains ont vieilli, certains sont devenus riches, certains ont eu des fils. Il se tourna, les yeux vifs. Le vieux chef en avait un en particulier, méchant, affamé. Il a grandi avec des histoires sur la façon dont ton père a tout gâché. Ces garçons s'appellent maintenant le renouveau des Hollow Hawks. Ils ne sont pas après l'or. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Demanda Eli. Beckett soutint son regard. Ils viendront chercher ce que Samuel leur a pris, et s'ils ne peuvent pas l'obtenir, ils se contenteront de sang. Cette nuit-là, Jonah trouva des traces sur la crête nord, des empreintes de sabots fraîches tournant en rond comme des loups. Et là, gravé dans l'écorce d'un pin surplombant la vallée, un symbole grossier d'un faucon aux ailes coupées. La marque du carnet de Samuel, la marque des Hollow Hawks. L'hiver descendait des montagnes, et il apportait une tempête avec lui. La connaissance du passé de son père pesait comme une pierre dans l'estomac d'Eli. Samuel Mercer, rancher, père, l'homme qui était mort pour Iron Creek, avait autrefois chevauché avec des meurtriers, volant et tuant le long des pistes de l'or. Le garçon à l'intérieur d'Eli se rebellait contre cela. L'homme savait mieux. Il se tenait près de l'enclose un soir, regardant le bétail se déplacer lentement comme des nuages. Jonah vint à côté de lui, s'appuyant sur la clôture. « Tu as tout entendu? » demanda Eli. « La plupart, dit Jonah. J'en ai assez entendu. » Eli expira, le souffle vif dans l'air froid. « Je ne sais pas comment concilier les deux. L'homme dont parle Beckett est le père dont je me souviens. » Le regard de Jonah resta fixé sur l'horizon. « Ce qui compte, ce n'est pas qui un homme était, dit-il doucement. C'est qui il a choisi de devenir. Ton père a choisi cette vallée. Il a choisi de rester ici. Il a choisi de mourir ici. C'est l'homme que j'ai connu. » Eli hocha lentement la tête. Le passé ne pouvait pas être changé, mais ce qui allait suivre le pouvait encore. « S'ils viennent, dit-il enfin, ils ne trouveront pas cet endroit sans défense. » Les fantômes du passé de Samuel Mercer chevauchaient vers Iron Creek. Eli avait l'intention de les accueillir debout. La première neige saupoudra les collines, fines et blanches, quand Jonah trouva la carte. Il réparait une poutre fissurée dans la vieille cabane de Samuel, remplaçant le bois pourri quand son marteau frappa quelque chose qui sonnait faux, une note creuse à l'intérieur d'une poutre solide. Curieux, il força la jointure avec son couteau. Un tube étroit de toile cirée glissa, jauni et durci par l'âge. « Élie » appela-t-il, la voix résonnant dans la cabane froide. « Tu ferais mieux de voir ça. » Ils la déroulèrent sur la table, utilisant des tasses ébréchées pour maintenir les coins plats. C'était une carte dessinée à la main, les bords roussis par endroits comme si quelqu'un avait essayé de la brûler et avait changé d'avis. En haut, de la main précise de Samuel, un nom, Blackhorn Mountain. Les lignes traçaient la vallée, la rivière, puis plus au nord et à l'ouest, grimpant sur des pentes ancrées et des crêtes déchiquetées. Au sommet de la montagne, un symbole avait été dessiné, un faucon, ses ailes barrées d'un trait audacieux et en colère. La même marque encore, Beckett la fixa, le visage illisible. « Maudit soit-il, marmonna-t-il. Il l'a gardé toutes ces années. »« Gardé quoi? » exigea Eli. Beckett hésita, puis parla comme si chaque mot lui coûtait. « Les Hawks ont volé une cargaison une fois, il y a longtemps, plus grosse que tout ce qu'ils avaient fait avant. De l'or, bien sûr, mais plus que ça. Des papiers, des noms, des registres. Il s'est avéré que des gens respectables, en beaux habits, se cachaient derrière des actes sordides. » Il tapota le sommet de Blackhorn avec un doigt balafré.
Ton père n'a pas pris leur or. Il a pris leur registre. Une liste de qui payait pourquoi. Juges, marshals, hommes d'affaires, hors-la-loi, tout le monde. Pourquoi? Demanda doucement Clara. Parce qu'avec ce livre, dit Beckett, un seul homme pouvait réduire tout le réseau en cendres ou l'utiliser pour les posséder. Et Samuel? Demanda Eli. Lequel des deux avait-il l'intention de faire? La mâchoire de Beckett se serra. Il avait l'intention de fuir, de le cacher où personne ne le trouverait. Il a essayé de quitter le feu sans l'attiser. Donc ils sont après le registre, dit Eli. Pas la terre, pas le bétail, pas même la vengeance. La vengeance en fait partie, répondit Beckett. Mais oui, ils veulent que leur nom retourne dans l'ombre où ils appartiennent. Eli prit la décision avant l'aube le lendemain matin. Si ce registre est réel, dit-il, debout dans la cour avec l'air froid lui brûlant les poumons, ce n'est pas seulement notre problème, c'est la loi, c'est le pouvoir, c'est chaque petite ville entrée ici et le chemin de fer. Alors, tu vas le chercher, dit Jonah. Eli hocha la tête. Si nous le ramenons, ils n'auront plus rien à chasser. Clara croisa les bras contre le froid. Alors je viens avec vous. Eli fronça les sourcils. Non, c'est trop dangereux. Elle le regarda droit dans les yeux. Tu auras besoin de quelqu'un qui peut lire le code de Samuel. Ce carnet n'a pas été écrit pour des hommes qui pensent avec des balles. Beckett gloussa sous cap. Elle t'a bien eu. Eli savait qu'elle avait raison. La carte, les symboles, les notes à moitié terminées, c'était la façon de Samuel de parler à travers le temps. Et Clara avait déjà commencé à comprendre ses tournures de phrases mieux que quiconque. D'accord, dit Eli, tu viens. Jonah, tu restes et tu surveilles Iron Creek. Jamais de la vie, répondit Jonah. Je garderai l'endroit prêt. Mais je ne te laisserai pas partir dans les montagnes avec juste un étranger et un carnet. Thomas restera avec le shérif. Je ferai la moitié du chemin et j'attendrai des nouvelles. Finalement, le compromis fut le suivant. Eli, Clara et Beckett partiraient en avant. Jonah suivrait une demi-journée derrière, apportant des provisions supplémentaires et un œil vigilant. Blackhorn Mountain attendait, à 2 jours de chevauchée difficile vers le nord. Ils scellèrent et tournèrent leurs chevaux vers elle. Le sentier vers les hautes terres était une leçon sur la petitesse d'une personne. La terre s'élevait autour d'eux en murs escarpés couverts de pins. La neige s'épaississait à chaque mille. Les roches meubles se dérobaient sous les sabots, dévalant parfois dans des ravins qui tombaient dans un néant blanc. Un glissement de terrain soudain les força à se réfugier dans une encoche étroite, alors que la pierre et la glace dévalaient la pente, remplissant l'air d'une poussière qui rendit le monde gris. Quand tout se dissipa, le chemin derrière eux avait disparu, enseveli. « Nous devrons couper vers l'est et contourner, dit Beckett. Ça ajoute une demi-journée. Cette nuit-là, ils partagèrent tous les trois le creux exigu d'une grotte, un petit feu luttant contre le froid. Dehors, le vent hurlait comme une chose vivante. Les mains de Clara tremblaient légèrement alors qu'elle tenait sa tasse de café en fer blanc. Eli le remarqua et se rapprocha, enroulant son manteau autour de ses épaules. « Tu n'as rien à prouver, murmura-t-il. Elle le regarda, ses yeux reflétant la lumière du feu. « Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit, dit-elle. Je suis ici parce que si ton père a mis ça en code, il voulait que quelqu'un le lise correctement. Et parce que cette vallée est aussi ma maison maintenant, que ça me plaise ou non. » Il sourit faiblement. « Est-ce que ça te plaît? » Certains jours, dit-elle en se blottissant dans sa chaleur, plus ces derniers temps que le contraire. Beckett détourna le regard, leur laissant de l'intimité de la manière discrète qu'un homme qui a vécu trop longtemps parmi les tueurs connaît. Ils atteignirent la prairie supérieure sous le pic de Blackhorn le 3e jour. La carte les guida vers une étroite corniche rocheuse où un vieil abri battu par les tempêtes s'accrochait au flanc de la montagne comme un souvenir tenace. À l'intérieur, sous une couche de neige et d'aiguilles et de pin, ils trouvèrent ce que Samuel avait laissé. Beckett déterra une boîte en métal, rouillée sur les charnières mais toujours intacte. Eli l'ouvrit avec son couteau. À l'intérieur se trouvait un registre, mouillé mais lisible, les pages denses de noms et de transactions. Clara le feuilleta, le souffle court. 27 noms sous une seule marque, murmura-t-elle en pointant du doigt. Ce symbole, encore, le faucon. Ce sont les Hawks principaux, dit Beckett doucement. Et ceux-là, il tapota une autre page, sont les hommes en costume qui prétendaient avoir les mains propres.
Sous le registre se trouvait une feuille de papier pliée, tachée par le temps. Eli reconnut l'écriture avant même de la déplier. Eli, si tu trouves ceci, si I am, as-tu ceci, cela signifie que le passé est revenu pour toi comme il l'a fait pour moi. Sa gorge se serra en lisant. La lettre parlait de choix, de peur, du poids d'en savoir trop. Samuel avait écrit sur sa honte, son espoir qu'Élie n'ait jamais apporté le même fardeau. Il n'avait jamais terminé la lettre. La dernière ligne se terminait au milieu d'une phrase. Un cri résonna faiblement en bas de la montagne. Beckett se déplaça au bord de la corniche et regarda en bas. Des cavaliers, au moins une douzaine serpentins sur les lacets inférieurs, des silhouettes sombres sur la neige. Les Hawks, dit Beckett. Ils nous ont trouvés. Eli ferma le registre et le glissa dans son manteau. Alors nous allons prendre ce que mon père a commencé, dit-il, la voix stable, et le finir comme il n'a pas pu le faire. La montagne avait livré son secret. Maintenant, ils devaient le ramener en bas, vivant. Ils poussèrent leurs chevaux à fond sur le versant opposé de Blackhorn, empruntant une étroite piste de gibier qui, selon Beckett, les ramènerait plus près d'Iron Creek. La neige se transforma en grésil, puis en pluie froide à mesure qu'ils perdaient de l'altitude. Au moment où la vallée apparut, la vue paisible qu'Eli attendait fut remplacée par quelque chose de bien pire. Une colonne de fumée noire s'élevait de la lisière sud d'Iron Creek. Le cœur d'Eli martela ses côtes. Au galop, lança-t-il en enfonçant ses talons dans les flancs de Claymore. Ils atteignirent les abords du ranch pour trouver une section de la grange sud, carbonisée et à moitié effondrée. Le bétail beuglait nerveusement. Des impacts de balles marquaient les poteaux de clôture. Le shérif Briggs était assis sur les marches du porche, l'épaule bandée, le visage gris de douleur. Thomas sortit de la maison en titubant, meurtri mais vivant. « Ils nous ont attaqués hier, dit Thomas, à bout de souffle. Ils se sont appelés les Hawks. Ils sont arrivés en force. Ils ont brûlé un coin de la grange. Ils ont pris quelques têtes de bétail, mais surtout, ils envoyaient un message. « Où étiez-vous » exigea Eli en aidant Briggs à se relever. « En patrouille avec 2 hommes, grogna Briggs. Ils nous ont tendu une embuscade. J'ai de la chance d'être debout. » Il agrippa le bras d'Eli. « Ils ne sont plus seulement après toi, mon garçon. Ils veulent que tous ceux qui soutiennent Mercer s'agenouillent. » Eli regarda les dégâts, puis les collines où il savait que ces hommes se cachaient dans les bois, observant. « Je me suis battu une fois pour la terre de mon père, » dit-il, la voix basse mais claire. « Je me battrai à nouveau pour tous ceux qui appellent cette vallée leur foyer. » Cette nuit-là, Iron Creek devint une forteresse. Eli et Jonah, qui étaient arrivés quelques heures après eux de son camp de mi-chemin, grimpèrent sur le toit de la grange, choisissant des emplacements pour les tireurs d'élite. Thomas et quelques volontaires de la ville empilèrent du bois et des rails de clôture pour former des barricades sommaires aux pointes de passage le long de la route principale. « Nous allumerons des feux de signalisation sur la crête, dit Jonah. Si ça tourne mal, les gens en ville le verront. » Clara se déplaçait parmi les blessés, refaisant le bandage de Briggs, vérifiant les côtes de Thomas. Dans les brèves accalmies, elle s'asseyait à la table avec le carnet codé de Samuel et le registre de Blackhorn, cherchant n'importe quoi. Des noms, des schémas, des faiblesses qu'il pourrait utiliser. « Quelque chose ?» demanda Eli, s'arrêtant à son épaule. Elle tapota une page. Ce symbole, elle entoura une petite marque à côté de 3 noms, signifie qu'ils ont été payés pour venir de l'extérieur, pas des locaux. Si nous coupons leur voie d'entrée et de sortie, nous les piégeons. Eli hocha la tête. Alors nous ferons en sorte qu'ils entrent dans une boîte. Beckett restait à la lisière de la lumière de la lampe, nettoyant son arme avec un soin méthodique. Son visage était calme, mais ses yeux étaient plus durs qu'Eli ne les avait jamais vus. « Ils viendront à l'aube, dit Beckett. Les Hawks aiment frapper quand un homme pense qu'il peut tout voir. Il avait raison. La première lumière se déversa sur la crête, et avec elle vint l'ennemi. Ils dévalèrent de la lisière des bois comme une eau sombre, les cavaliers se déployant dans 3 directions. Un groupe se déplaça le long du flanc rocheux au-dessus de la maison. Un autre se glissa à travers les arbres au bord de la vallée. Une 3e ligne chevaucha hardiment et droit sur la route principale, la poussière et la vapeur s'élevant de leurs chevaux dans le froid. « Position !» cria Eli. Le Spencer de Jonah claqua depuis le toit de la grange, abattant le cavalier de tête sur le flanc gauche. Thomas ouvrit le feu de derrière le puits, son fusil de chasse rugissant,
dispersant la première ligne et les forçant à rompre la formation. De la lisière des arbres, les tirs de riposte firent jaillir des éclats de l'enclos et arrachèrent des morceaux de la balustrade du porche. L'air se remplit d'une odeur âcre de poudre. Beckett se déplaçait là où les combats étaient les plus intenses, son tir rapide et brutal, chaque coup placé avec la certitude d'un homme qui avait trop longtemps vécu par sa visée. Le chef des Hawks chevauchait dans la ligne principale, un homme grand aux yeux froids, avec un emblème de faucon brûlé dans le cuir de son gilet. Il dirigeait son cheval d'une main, tirant de l'autre, criant des ordres qui perçaient le chaos. À la clôture, il gronda « Brisez-la, brûlez-la. Ne laissez rien debout qui porte le nom de Mercer. » Eli reconnut quelque chose dans son visage, une ressemblance avec la vieille histoire que Beckett avait racontée. C'était le fils du chef originel, le garçon élevé avec des récits de trahison. Ils s'affrontèrent au bord du pâturage avant, les chevaux glissant dans la boue, retournés alors que les balles sifflaient. Le chef pointa son arme sur Eli et cria par-dessus le vacarme. « Ton père a volé notre héritage. » Beckett se cacha derrière un chariot de foin, cria en retour, la rage aiguisant ses mots. « Il a sauvé un enfant que tu allais tuer. » C'était son vrai crime. Un instant, le champ de bataille se figea autour de cette révélation. Le chef tourna son regard vers Beckett, la haine brûlant vivement. « Toi, siffla-t-il, c'est toi le gamin qu'il nous a volé. » Les pièces du puzzle se mirent en place pour Eli, la façon dont Beckett avait parlé de Samuel, son étrange loyauté et son amertume. Samuel Mercer n'avait pas seulement quitté les Hawks, il avait volé leur futur héritier et l'avait élevé ailleurs, ou du moins, il avait essayé. Beckett sortit de sa cachette, arme à la main. « Il t'a choisi, toi, dit-il à Eli, par-dessus l'épaule du chef. « Pas eux. Souviens-toi de ça. » Le chef éperonna son cheval, chargeant la cour, et le monde reprit son cours. Le combat se déplaça sur les pentes inférieures de la montagne derrière le ranch, alors que les Hawks tentaient de contourner et de prendre à revers. Eli se retrouva à poursuivre le chef sur une pente enneigée. Ses bottes glissaient, son souffle lui brûlait la poitrine. Ils sortirent des arbres sur une crête étroite, la vallée béante en contrebas. « C'est entre toi et moi maintenant, Mercer, » lança le chef en se retournant avec un sourire prédateur. « Pas de shérif, pas de vieil homme avec un badge pour te sauver cette fois. » Eli dégaina son colt, arma le chien. « Je n'ai pas besoin d'être sauvé. » Ils se tournèrent autour sur la roche glacée, chaque pas un risque. Des flocons de neige commencèrent à tomber, lents et silencieux, indifférents à la violence qui se déroulait entre eux. Le chef tira le premier. Eli se jeta sur le côté, la balle sifflant près de son oreille. Il riposta, éraflant l'épaule de l'homme. Le chef siffla, la colère remplaçant la prudence. Il se précipita en avant, essayant de réduire la distance pour transformer le duel en une lutte où la gravité pourrait faire son travail. Eli tint bon. Il se souvint des enseignements de son père. Ne jamais se précipiter, ne jamais flancher, ne jamais laisser la colère guider sa main. Le chef se jeta sur lui. Eli entra dans le mouvement, frappa le poignet de l'homme avec son avant-bras et tira à bout portant. Le coup de feu résonna contre la pierre, roulant dans la vallée. Le chef chancela, les yeux écarquillés d'incrédulité, puis bascula en arrière. Son corps glissa sur la pente enneigée, disparaissant dans les arbres en contrebas. Au ranch, les Hawks restants virent leur chef tomber. La panique se propagea dans leurs rangs. Certains jetèrent leurs armes et s'enfuirent. D'autres éperonnèrent leurs chevaux et se dispersèrent dans les collines. Le shérif Briggs, pâle et en sueur de douleur, se hissa sur le porche avec son revolver toujours dans sa bonne main. « Jetez-les » cria-t-il aux cavaliers en fuite les plus proches. Entre ses tirs et ceux de Jonah, une poignée de Hawks mordirent la poussière, vivants et mécontents, les poignets liés en quelques minutes. Les autres disparurent dans la nature, sans chef et brisés. La bataille pour Iron Creek était terminée, une fois de plus. Une semaine plus tard, un petit détachement d'officiers fédéraux arriva à Red Hollow. Eli, Clara et Briggs les rencontrèrent au bureau du shérif, où le registre de Blackhorn Mountain reposait sur le bureau comme un serpent endormi. « C'est plus grand que votre vallée, » dit l'officier supérieur après avoir lu quelques pages. « C'est non. Certains de ces hommes sont des fantômes pour nous depuis des années. »« Alors vous pouvez l'utiliser, » répondit Eli, « parce que j'ai fini de le cacher. »
Le registre et le carnet codé furent placés sous la garde des fédéraux, scellés et signés. Quelque part loin des collines tranquilles d'Iron Creek, les derniers vestiges des Hollow Hawks seraient traqués et mis en lumière. Un sombre chapitre qui avait commencé bien avant la naissance d'Eli trouvait enfin sa fin. Ce soir-là, Eli était assis seul au vieux bureau de Samuel. Dans ses mains, il tenait la lettre complète qu'il avait trouvée dans la boîte de la montagne, une deuxième page pliée derrière la première qu'il avait manquée dans le chaos. Si l'obscurité te trouve, avait écrit Samuel d'une main tremblante, fais en sorte que la lumière soit quelque chose que tu crées toi-même. Ne fuis pas comme je l'ai fait, reste debout. Élie la lut 3 fois, puis il la posa doucement et laissa échapper un long soupir. Je suis debout, père, dit-il dans la pièce silencieuse. Je ne cacherai pas les choses que tu as cachées. Je ne fuirai pas ce que tu as fui. Il n'était pas Samuel Mercer et il n'était pas condamné à répéter les erreurs de Samuel. Il pouvait porter le nom sans porter la honte. Beckett partit à l'aube 2 jours plus tard. Il sella son cheval sans cérémonie. Eli sortit à sa rencontre. Tu pourrais rester, dit Eli, travailler ici. Il y a de la place à Iron Creek. Beckett secoua la tête. Je suis trop lié à ce que tu viens de couper. Certains hommes dans ce monde craignaient les Hawks. Maintenant, ils craindront celui qui les a fait tomber. Ils pourraient venir te chercher ou chercher quiconque a chevauché à tes côtés. Il ajusta sa selle, puis ajouta, « Tu es plus fort que lui, ton père. Plus fort de la bonne manière. Ne gâche pas ça. » Eli lui tendit la main. Beckett la prit, la poignée ferme, puis tourna son cheval vers le soleil levant. Clara rejoignit Eli à la clôture. Alors que la silhouette de Beckett rapetissait, elle glissa sa main dans la sienne, les doigts s'entrelaçant naturellement, sans poser de questions. « Alors, dit-elle, et maintenant? » Eli regarda Iron Creek, les clôtures, le bétail, la maison avec l'enseigne Mercer, droite et fière. Au-delà, les montagnes observaient dans leur silence ancien. Maintenant, dit-il, on s'occupe du ranch, on vit, on fait de cet endroit quelque chose de meilleur que ce sur quoi il a été construit. Clara serra sa main. Ça semble être un bon début. Iron Creek avait été beaucoup de choses. Un sanctuaire, un champ de bataille, un héritage, un fardeau. Maintenant, enfin, c'était autre chose, un foyer. Merci d'avoir suivi cette histoire avec moi. Si le voyage d'Élie, ses batailles et sa quête de rédemption vous ont un peu ému, je serais honoré que vous restiez pour le prochain chapitre. Appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer ce qui suit.